Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Diagonale. C'est une actualité qui est passée presque inaperçue à cause justement de la saturation médiatique liée à la maladie à coronavirus Covid-19. Et pourtant, la semaine écoulée, le rapport du président de l'Assemblée nationale, le deuxième rapport d'activité de Louis Vlavonnois a été adopté à l'unanimité au Parlement. Et c'est justement pour comprendre et analyser les contours de ce rapport que nous avons en plateau, pas en plateau, mais depuis chez lui. Donc en duplex sur cette émission, le général Robert Gbignan. Il est le premier vice-président le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Général Robert Gbignan, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Très bien, je suis en plateau ici pour vous interroger avec mon confrère Joël Tchogbe. Joël, bonjour. Bonjour à vous, Jean-Yves Mitokpe. Honorable Robert Gbignan, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, conformément à l'article 21 du règlement intérieur du Parlement, le rapport d'activité du président du Parlement, Louis Vlavonnois, couvrant la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020, a été présenté. 16 lois ont été votées, une loi sur la réforme constitutionnelle, 13 lois ordinaires, et puis 2 lois portant autorisation de ratification et également d'adhésion du Bénin à des accords de la sous-région. On peut dire, général, que la production législative est abondante. Oui, merci beaucoup. Merci les journalistes. Effectivement, le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, conformément au règlement intérieur, a été présenté. Et au cours de cette législature qui couvre, comme vous le dites si bien, du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020, et le président a présenté son rapport d'activité. Et ce rapport contenait beaucoup d'innovations. Ce rapport contenait l'adoption de plusieurs lois. Et en effet, pendant cette période citée, nous avons eu à voter environ 13 lois ordinaires, des ratifications, une loi constitutionnelle et naturellement sans occulter notre seconde mission, le contrôle de l'action gouvernementale. Et ces lois, bon, la liste est exhaustive, hein, je peux dire, je peux citer quelques-unes si vous voulez bien. Bon, d'abord, la loi sur l'achat des partis qui a été complétée, revue complétée, la loi sur le code électoral, la loi sur le financement des partis politiques, la loi sur le statut de l'opposition et la loi portant amnistie des faits liés aux événements des élections, oui, voilà. Et la loi des finances, naturellement. Et le code de l'électricité, le code pétrolier. Quand vous prenez, honorable Gbignan, l'ensemble de ces lois qui ont été votées pendant la période que nous sommes en train d'étudier, est-ce que vous-même, en tant que député aujourd'hui, est-ce que vous sentez que ces lois ont impacté le quotidien de vos mandats? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Vous voyez, la 8e législature à laquelle j'appartiens, ne vote que des lois qui impactent positivement le quotidien des Béninois. Et à mon âme, je sais que ces lois qu'on a votées impactent véritablement les populations. Bon, quand on prend par exemple la loi sur l'amnistie, vous voyez, ça a quand même permis d'amener le calme, ça a permis de soulager tant soit peu beaucoup de monde. Quand vous prenez la loi par exemple sur la charte des partis politiques, le code électoral, la loi portant financement public des partis politiques, la loi sur l'opposition, vous voyez, ces lois sont issues du dialogue politique que le chef de l'État voilà, ce dialogue politique a entraîné qu'on appelle demander à ce que nous revoyions tout ça. Donc ça a été fait. Et on note bien une satisfaction, surtout concernant les lois qui touchent aux acteurs politiques. Mais c'est vrai aujourd'hui que l'opposition n'est pas forcément représentée à l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup de personnes qui ont critiqué ces lois que vous avez votées. Est-ce que dans les échanges informels, par exemple, est-ce que vous avez le retour de ces acteurs politiques de l'opposition? Et est-ce qu'ils ont le même, je vais dire, le même engouement? Est-ce qu'ils ressentent le même engouement
également, ou est-ce qu'ils ont la même satisfaction que vous par rapport à ces lois, par exemple? Bon, vous voyez, je ne peux pas répondre à la place de l'opposition. L'opposition reste l'opposition, mais ce qui est sûr, ces lois votées ont permis aujourd'hui d'aligner 9 partis politiques pour les compétitions, pour les communales et municipales. 9 partis ont pu déposer leur dossier, mais finalement, c'est 5 qui ont été retenus, qui ont satisfait aux exigences du code électoral. Donc, je peux dire, la révision, la prise de ces lois, l'adoption de ces lois a permis quand même que 5 partis puissent aller aux élections communales. Donc, c'est déjà un plus, c'est quelque chose de positif, à mon avis. Alors, honorable Robert Bihan, vous dites que ces lois ont permis quand même d'éclairer un peu, d'éclaircir, je dis, le paysage politique au Bénin, mais on a quand même vu à la Sénat encore des partis qui ont été recalés et dans l'opinion, ces partis estiment que c'est l'aspect plus ou moins rigide du code électoral qui occasionne encore cette exclusion. Vous voyez, je disais que le premier code électoral, bon, c'est vrai, a été dur. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas respecter cette loi qui émanait du premier code électoral. C'est pour cela qu'on a adouci le contenu, et ce qui a permis, je disais, de faire passer 5 partis. Et vous voyez, quel que soit ce que nous allons faire, si la volonté politique des partis n'accompagne pas le processus, on n'arrivera pas à aller à ces élections. Les partis qui n'ont pas pu se conformer, vous allez analyser, si vous analysez, vous allez voir que c'est des partis qui n'ont pas pu s'appliquer. Tous les partis qui se sont appliqués ont plus ou moins tiré leur épingle du jeu et nous sommes 5 aujourd'hui à aller. Ce n'est pas que la loi est inapplicable, c'est une question de volonté. Il suffit que les partis Honorable Robert Bihan, nous savons qu'au Bénin, habituellement, les périodes électorales sont des moments de fête, de festivités populaires. Alors, est-ce que tout au moins vous avez un sentiment de regret après l'élimination voilà, à la Sénat de ces quelques partis? Non, vous voyez, notre souhait, c'est que même les 11 partis qui sont à jour, je crois bien, au niveau du ministère de l'Intérieur, et notre souhait, c'est que les 11 partis puissent participer à la compétition. Donc, nous sommes 5 aujourd'hui. Bon, on n'est pas satisfait, on n'est pas content. On aurait souhaité au moins que les 9 qui ont déposé leur dossier puissent participer à la compétition. Vous voyez, plus on est nombreux, mieux ça vaut. Et ainsi, on pourra se mesurer, savoir qui est qui. Et à l'issue de ces élections, chaque parti connaîtra sa place sur l'échiquier politique nationale. Donc nous ne sommes pas satisfaits, on aurait souhaité que ce soit les 9. Mais malheureusement, ce n'est pas qui veut qui rentre, il faut s'appliquer, il faut respecter la loi. Alors, Robert Bihan, revenons au contrôle de l'action gouvernementale. Quand on prend par exemple le rapport d'activité, ce deuxième rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, comment est-ce que le contrôle de l'action gouvernementale s'est passé pendant cette période? Parce qu'il y a par exemple beaucoup de questions qui sont restées sans réponse. Toutes les questions qu'on avait posées au gouvernement, le gouvernement est venu répondre. Le gouvernement est venu parce que le gouvernement ne peut pas faire la politique de la chaise vide à l'Assemblée. Lorsque nous interpellons le gouvernement et on lui demande de venir tel jour, c'était les jeudis qu'on faisait ces questions au gouvernement. Les quelques questions qu'on avait posées au gouvernement, le gouvernement est venu porter les réponses à ces questions-là. Il est vrai, et la période a été un peu particulière, on n'a pas pu voir le gouvernement pour plusieurs questions, mais les quelques questions qu'on avait à poser, le gouvernement est venu. Donc il y a quand même des questions qui sont restées sans réponse. Non, aucune question. Tout le programme que nous avons eu à faire, parce que c'est un programme, on ne dit pas obligé de venir, c'est un programme, parce que vous savez que l'activité parlementaire est bien réglementée. On a des jours où on a des lois ordinaires à voter, on a des jours où on a des sessions extraordinaires qu'on appelle à organiser, on a des jours où c'est les questions d'actualité au gouvernement. Les jours retenus pour les questions d'actualité au gouvernement, le gouvernement est arrivé et a apporté des réponses aux questions qui ont été posées. Alors, honorable Robert Bihan, nous savons quand même que tout au moins, il y a eu cette question orale, 2 questions d'actualité, c'est 6 qui ont été examinées. Le rapport fait mention de ce que la seule question qui n'a pas été examinée, c'est faute de présence du député qui a posé la question, le député Richard Alassoron. On peut dire que
Richard Lassorum. Oui. Voilà. Parce qu'il n'était pas présent au Parlement, sa question n'avait pas été examinée. Oui. Alors, est-ce qu'on peut dire tout au moins que, voilà, il y a quelques questions qui sont toujours, voilà, encore en étude au Parlement aujourd'hui? Non, oui, bien sûr, il y a des questions. Oui, bien sûr, il y a des questions. Bon, il faut tenir compte aussi du temps très court parce que c'était à la deuxième session ordinaire de l'année, octobre à mars. À mars. Donc, c'est normal que toutes les questions ne soient pas évacuées, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas l'être. Et lorsqu'un député, pour votre gouvernement, lorsqu'un député pose une question d'actualité au gouvernement et que le député est absent, la question ne peut plus être appliquée en tout cas, la question ne peut plus être traitée, voilà, mais n'est plus à l'ordre du jour. Donc, si vous posez une question d'actualité et que le ministre venant, le gouvernement qui vient pour répondre, parce que lorsque vous posez la question, vous qui avez posé la question, bon, après on vous demande si vous êtes satisfait. Donc, je crois que celui qui a posé la question, s'il n'est pas là, la question est renvoyée à une autre date. Très bien. Honorable Robert Guillan, nous allons quitter ce chapitre, parler de la crise sanitaire actuelle et également... Donc, si tu le permets, j'avais une seconde, Joël, et également des questions liées au scrutin du 17 mai prochain. Mais avant, je vais retourner la parole à Joël. Mais même avant de retourner la parole à Joël, j'avais une dernière question concernant justement toujours le rapport. Honorable Robert Guillan, c'est vrai que depuis quelques années, ce n'est pas seulement avec cette législature, sous les autres législatures également, les rapports d'activité du président de l'Assemblée nationale généralement passent toujours comme une lettre à la poste parce que les députés, je le dis comme ça, entre griffes, se félicitent et s'apprécient entre eux. Dites-nous aujourd'hui, vous êtes deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, dites-nous aujourd'hui quelles sont les insuffisances que vous avez notées vous-même à votre niveau concernant ce rapport. Merci beaucoup. Et vous voyez, le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, ce n'est pas une affaire du président de l'Assemblée nationale tout seul. C'est le rapport d'activité de tous les députés. Et en passant par les membres du bureau, en passant par la conférence des présidents. Donc, tous les députés se retrouvent dans ce rapport. Et contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas le président de l'Assemblée nationale seul qui fait le rapport. C'est l'ensemble des activités menées avec tout le Parlement. Ce sont ces activités qui sont présentées dans le rapport. Donc, vous voyez, c'est normal que les rapports, en dehors de quelques cas particuliers, c'est normal que ces rapports-là, que ce rapport soit adopté. Il est vrai, bon, on a reproché au rapport quelques fautes de forme, hein, d'orthographe, tout ça. Mais ça, c'est rien, ça, c'est des erreurs matérielles. Mais d'une manière générale, le rapport d'activité qu'on vient d'adopter est un rapport formidable, un rapport parfait. Et il y a même un député qui a dit que, de mémoire de député, il n'a jamais eu un rapport de présentation aussi parfait que celui-là. Donc, c'est pour dire que c'est vrai, il n'a pas aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais ici, ce rapport s'approche plus de la perfection. C'est approche de la perfection. Très bien, Joël. Alors, honorable Robert Guillan, l'un des défis sur lesquels les Béninois attendent le Parlement, surtout au regard du contexte dans lequel ce Parlement a été installé, absence donc d'opposition au Parlement actuellement, alors c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Jean-Yves le disait tout à l'heure. On a vu dans l'adresse du président de l'Assemblée, Louis Vlavonou, qu'il a demandé aux députés de plus actionner les leviers des questions à poser au gouvernement, que la commission des finances et des échanges, par exemple, doit investir les entreprises publiques et semi-publiques également, mais également les commissions d'enquête parlementaire. On n'a pas encore vu sur le terrain les députés. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et les enquêtes parlementaires vraiment font partie des missions constitutionnelles que les députés doivent accomplir, c'est vrai. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas du grain à moudre, mais ça viendra. D'ici là, vous allez savoir, vous allez le savoir. C'est vrai, on n'a pas encore fait une enquête parlementaire, mais on a des enquêtes parlementaires qui sont en cours. Donc, les prochaines sessions vont certainement vous édifier. Alors, honorable Robert Guillan, avant l'annonce du maintien des élections communales pour le 17 mai,
Il y a eu une rencontre entre le chef de l'État et les présidents d'institutions, c'était par vidéoconférence. Au cours de cette rencontre, la plupart des présidents d'institutions, sinon l'ensemble des présidents d'institutions, à l'unanimité, ont opté pour le maintien. Est-ce que au niveau de l'Assemblée nationale, il y a eu un débat qui a été mené en amont et quelles sont les raisons qui vous ont poussé également ou qui ont poussé, si ce débat en amont a eu lieu, quelles sont les raisons qui ont motivé l'Assemblée nationale à aller également dans ce sens? Oui, merci beaucoup. Les présidents d'institutions se sont réunis par visioconférence avec le chef de l'État. Et vous avez bien fait de poser la question pourquoi les députés ont accepté à travers le président de l'Assemblée nationale, qui fait partie des présidents d'institutions. C'est vrai, le bureau de l'Assemblée nationale s'est réuni à analyser tous les contours de cette affaire-là des élections et nous n'avons pas trouvé d'inconvénient à poursuivre les élections si la situation sanitaire du Bénin s'arrangeait. Bon, c'est vrai, le chef de l'État, avec les présidents des institutions, ils ont analysé la situation nationale, ils ont analysé le point, le suivi de cette situation, de cette pandémie, de son évolution dans le pays. Ils ont estimé qu'à la date d'aujourd'hui, avec les mesures prescrites par le gouvernement, nous pouvons bien aller à bout de cette pandémie. Et on a estimé que si la situation se maintient comme ça, pourquoi ne pas continuer les élections? Parce qu'on ne sait pas plus tard ce qui va se passer. Et surtout, la date du 17 mai était une date idéale. Pourquoi? Parce qu'après cette date, on va affronter la période des saisons, la période des pluies, la saison pluvieuse. Donc, il fallait maintenir cette date. Ça ne veut pas dire que c'est une date qui est maintenue dans l'absolu. Non. Si, ce qu'on ne souhaite pas, si la situation évoluait négativement, bon, les présidents des institutions, le chef de l'État, ils vont aviser. Aujourd'hui, au regard de l'évolution de la situation, au regard des nouvelles dispositions qui sont prises au jour le jour, je vais dire chaque jour par le gouvernement, vous dites que vous aviez raison par rapport à cette décision qui a été prise, l'option du maintien? Oui, je dirais oui, parce que, vous voyez, si on fait le tour, le ministre de la Santé fait le point régulièrement, on ne peut pas dire qu'il y a une évolution négative. Lorsqu'on dit que... Quand même à 54 cas de confirmation, même s'il y a des cas guéris. Lorsqu'on parle de 35 à 54 cas, ce n'est pas que la pandémie est en train de faire son chemin, non. C'est parmi les confinés qu'on teste, qu'on découvre qu'il y a des cas signalés. Ce n'est pas des cas isolés qu'on a attrapés de partout, non, c'est parmi les confinés. Et lorsqu'on fait les tests, qu'on découvre qu'il y a ces cas-là. Ça ne veut pas dire que la pandémie est en train de galoper toutes nos rues dans le Bénin. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Alors, honorable Robert Bihan, vous dites que voilà, nous ne sommes pas encore le foyer de l'épidémie, et ça c'est vrai, mais je vous rappelle quand même qu'il y a quelques cas en communauté, ce qui a d'ailleurs amené le gouvernement à opter pour une déconcentration des centres de dépistage, ainsi que des centres de traitement, la subvention par exemple également de la chloroquine pour prendre en charge les malades, et tout ceci. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même évident de maintenir les élections quand on sait comment le scrutin se déroule généralement? Non, il n'y a pas de risque. Je disais que le gouvernement du Bénin a pris cette pandémie par le bon bout. Et vous voyez, les décisions du gouvernement, ces décisions sont salutaires. Pourquoi? Parce que lorsqu'on analyse les mesures barrières qu'on a prescrites, lorsqu'on analyse tout ce que le gouvernement a décidé pour arrêter cette pandémie, mais le respect de ces mesures, la discipline collective et individuelle aidant, moi je pense qu'il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de risque. Parce que la Sénat a été instruite et on a fait un signe de travail avec la Sénat, les partis politiques. Les dispositions sanitaires que la Sénat pense prendre vont nous permettre d'aller aux élections sans danger. Un exemple, par exemple. Un exemple, lorsque on se présente dans un centre de vote, à l'entrée du centre de vote, il aura lavage de mains ou bien il aura lavage de mains avec des liquides hydroalcooliques, avec les gels hydroalcooliques. Chaque votant aura droit à un masque et la distanciation sociale sera respectée. Vous voyez, même sans les élections, les populations bougent, vont marcher. Et on ne peut pas dire
de ne pas aller au marché, on n'est pas confiné totalement. Donc, c'est la même activité. Encore, le jour du vote, il y aura même beaucoup plus de rigueur parce qu'on va exiger. Et parce qu'on va exiger, parce qu'on va remettre les masques à chaque... Et on va s'assurer qu'ils se sont lavés les mains avant d'avancer. Et on va respecter la distanciation. Même à l'intérieur du bureau de vote, les différences seront prises. Donc, je crois que les mesures barrières seront renforcées le jour du vote. Et c'est à ce titre que je pense que le danger sera écarté. Alors, Robert Bouillant, vous faites bien de rappeler tout ce qui se fait aujourd'hui pour justement freiner la propagation de cette maladie au Bénin. On note également une solidarité nationale. On a vu beaucoup de donateurs appuyer le gouvernement ou soutenir le gouvernement face ou dans cette riposte. Mais jusque-là, silence au niveau de l'Assemblée nationale. On apprend dans les coulisses qu'il y a quelque chose en préparation. Comment est-ce que l'Assemblée nationale réfléchit sur la question et quand est-ce qu'on apprendra ou quand est-ce que l'Assemblée nationale va se lancer dans la bataille et appuyer le gouvernement ou soutenir le gouvernement? Merci beaucoup. Merci. Vous-même, vous avez livré le secret. Vous avez dit que vous apprenez dans les coulisses. C'est vrai, effectivement, les députés, comme tout le monde, nous nous sommes aussi retrouvés, réunis, pour dire que nous devons faire un effort pour aussi mettre la main dans la poche pour participer à l'effort national. Donc, les députés, et vous le saurez bientôt, les députés ont aussi contribué et ça va se faire savoir. Ça se saura bientôt, je l'ai dit. Donc, je crois que... Alors, nous entendons de plus en plus... Les députés. Donc, notre action sera connue bientôt. Alors, honorable Robert Bouillant, nous entendons de plus en plus un montant de 200 000 francs par député. Voilà. Est-ce que c'est vérifié? Est-ce que cette piste-là est plus plausible? Bon, rien n'est encore... Ça peut dépasser ça. Mais permettez-moi de ne pas livrer un chiffre ici qui peut... Parce que beaucoup de personnes estiment aussi que c'est un peu plus. Vous voyez, si je dis 200 000 et que c'est 250 000, ça dépend des catégories de députés aussi. Ça dépend, il y a les membres du bureau, il y a les membres de la conférence nationale. En tout cas, les cotisations sont échelonnées selon les responsabilités à l'Assemblée nationale. Je ne peux pas vous dire un chiffre rond. Si je vous dis le chiffre et qu'après c'est moins ou bien c'est plus, j'aurais menti. Ce qui est certain, les députés feront un effort au moins de 200 000 francs, au moins, sinon pas en dessous de 200 000. Alors, en attendant l'implication, voilà, forte du Parlement, est-ce que, à titre personnel, vous êtes déjà engagé dans ce combat? Bon, je n'avais pas voulu en faire un programme ici. Bon, en tout cas, je ne voulais pas étaler ce que j'ai pu. C'est vrai, à titre personnel, j'ai agi, j'ai acheté des masques, un certain nombre que j'ai fait distribuer, j'ai acheté des gels, des savons, et j'ai offert quelques, comment vous appelez ça, des machines pour laver les mains. Je l'ai fait à titre personnel. Bon, je ne veux pas dire partout, je ne veux pas dire là où j'avais le faire, mais ce qui est certain, j'ai agi et les populations vers lesquelles j'ai agi savent de quoi je parle. Il vaut mieux ne pas citer ce que j'ai fait là où j'ai fait. Mais je sais que j'ai agi, j'ai livré plus de 1000 masques, j'ai livré des seaux à lavage de main, j'ai livré du savon, j'ai livré des gels. Voilà ce que j'ai pu faire. Très bien. Honorable Robert Bouillant, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Deux questions rapidement pour terminer. Quand on revient toujours au scrutin du 17 mai prochain, si on arrive à tenir ces élections, il y a, ça c'est clair déjà, il y aura beaucoup d'acteurs politiques qui vont rester loin de leur circonscription électorale parce qu'il y a un cordon sanitaire. On ne sait pas véritablement comment tout cela va se passer. Au niveau du bloc républicain, les candidats sont pratiquement déjà sur le terrain, même si on note une certaine faiblesse, une certaine absence des acteurs du bloc républicain à Cotonou, à Bomé-Calavi par exemple. Dites-nous un peu, les réunions se multiplient à la Sénat, à la RAC également pour l'organisation de cette élection. Comment aujourd'hui les candidats du bloc républicain se positionnent sur les... Non, les candidats aux élections, comme là vous l'avez dit. Bien sûr. Ah oui, les candidats du bloc républicain. Et vous savez, ces élections-là, elles sont de proximité. C'est les élections de proximité. Donc les candidats sont déjà dans leur localité. Les candidats sont déjà dans leur village, dans leur arrondissement. Donc le travail
du Bloc républicain pour ces élections, ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. Ça a commencé depuis un an. Donc la plupart des candidats sont déjà sur place. Oui, la plupart des candidats. Puis c'est des élections de proximité. C'est des gens qui vivent avec les populations. C'est des gens qui sont là-bas. Donc ce n'est pas en dehors de quelques cas exceptionnels où les candidats sont à Cotonou, ils sont candidats dans le Septentrion, ils sont à Cotonou. Bon, en dehors de ces cas isolés, et sur les 546 arrondissements que compte notre pays, les candidats sont déjà dans leur localité et le travail a commencé depuis. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Donc, ce que nous allons faire à travers les médias viendra confirmer ce que nous faisions avant même la pandémie du Covid-19. D'accord. Alors, honorable Robert Bihan, nous allons finir cette émission, mais je vais vous demander d'opiner très rapidement sur le bilan du chef de l'État qui vient de passer 4 ans au pouvoir le 6 avril dernier. Alors, quel bilan faites-vous globalement de son activité? Bon, vraiment, si je dois faire le bilan des 4 ans du chef de l'État, vraiment, il nous faut une émission tout entière, il nous faut des heures. Mais ce que je peux dire en résumé, le chef de l'État est venu pour redresser le Bénin. Et je peux dire au bout de 4 ans, il a redressé le Bénin. En matière de réalisation, bon, je vais citer comme tout le monde rapidement. Nous avons d'abord le renforcement, le raffermissement de la démocratie à travers les lois que l'Assemblée a votées. Contrairement à ce qu'on peut croire, c'est des lois qui ont un impact sur la démocratie béninoise. Quand on parle, par exemple, de code électoral, quand on parle de la charte des partis politiques, et quand on parle de beaucoup d'autres lois qui sont votées, je peux dire que le bilan du chef de l'État a été aidé, a été accompagné par l'action parlementaire. Bon, vous voyez, l'asphaltage, c'est même pas la peine qu'on en parle. Ça se voit tous les jours. À moins que les gens ne soient de mauvaise foi. Si on est de bonne foi et qu'on sort dans Cotonou, Cotonou est méconnaissable. Vous quittez, vous arrivez à Cotonou par avion, mais vous allez dire que c'est pas Cotonou. Et c'est les grandes villes qui sont impactées. Il y en a qui vous disent, ah non, est-ce que c'est le goudron qu'on va manger? Bon, ça, vous comprenez, ceux-là, bon, je ne sais pas de quel monde ils sont, mais l'asphaltage, c'est une bonne chose. Lorsqu'on voit, par exemple, l'école, la réforme sur l'école béninoise, c'est formidable. Lorsqu'on voit les cantines scolaires, je suis du Bénin profond, j'ai vu comment ça se faisait, mais aujourd'hui, si vous voyez comment ces cantines scolaires impactent l'école, c'est formidable. Vous voyez l'électrification, vous voyez l'eau. Vous voyez, si je dois citer, si je dois dire les 4 ans de Patrice Talon, je disais tout à l'heure, on ne peut pas finir une heure de débat parce qu'il a tellement fait. Le Bénin est redressé. Même vous voyez sur le plan de la corruption, la criette que les gens décrivent, mais la criette c'est une bonne chose. Aujourd'hui, dans l'administration, mais si un cadre veut poser une action, il se dit, ah attention, est-ce que ce que je fais là, quand je serai à la criette, il y a des éléments pour me justifier. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et sur ce plan, justement, il y a une loi qui a été votée en procédure d'urgence par le Parlement pour compléter justement toutes les actions qui sont déjà menées dans le cadre de la lutte contre la corruption. Dans cette structure, vraiment, n'était pas à la hauteur de ce que nous espérions de cette institution. C'est pour cela qu'on a repris en mettant sur pied un haut commissariat. Et, vous voyez, ça a été vraiment bien pensé et bien réfléchi. C'est pour prévenir, hein, ce n'est pas pour frapper. C'est pas pour réprimer, c'est pour prévenir, justement. Voilà, c'est pour ça. Donc, vous voyez, c'est une bonne chose. On n'est pas là pour forcément sanctionner, mais il faut quand même prévenir les citoyens. Ah, attention, ce que vous faites, c'est pas bien. Ah, il faut changer de comportement, sinon. Donc, c'est ça qui est fait. C'est ça qu'on a voté hier, le Haut Commissariat. D'accord. Allez, merci à vous, honorable Robert Bihan. Je rappelle que vous êtes le 2e vice-président de l'Assemblée nationale du Bénin. Vous étiez donc en duplex depuis le littoral à Cotonou, plus précisément à Fidjosser. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous également, Jean. Merci, Joël. Et à dimanche prochain. Merci. Merci beaucoup et à très bientôt. Bon, d'accord.